Hello, everybody. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette première séance de groupe de la coalition dynamique. Je suis ravie d'être l'animatrice de cette manifestation aujourd'hui. Je suis Jutta Kroll et pour ceux qui ne connaissent pas la coalition dynamique, eh bien, nous sommes un groupe, un format tout particulier qui a été développé il y a 20 ans au cours du premier forum IGF pour les groupes, pour les individus qui collaborent pour tenter d'atteindre un objectif précis. Nous avons 32 coalitions dynamiques aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par le travail qu'ils abattent, vous pouvez venir nous voir dans le village des stands IGF. C'est juste en face de la salle de conférence principale. Nous avons 6 coalitions dynamiques présentes et nous aimerions présenter le travail qui est fait dans les technologies émergentes et évolutives. Nous parlons de l'avenir de l'Internet. Et ceci étant dit, je vais vous présenter les premiers panélistes. L'un après l'autre vont être présentés et avoir la possibilité de s'exprimer. Nous avons Dino Delazio, qui est responsable sur des technologies émergentes, c'est-à-dire il joue un rôle crucial et parfait pour s'exprimer sur le thème que nous allons évoquer aujourd'hui. Merci beaucoup, Jutta. Je suis ravie d'être parmi vous et de partager avec vous l'expérience de la coalition dynamique sur les technologies émergentes ainsi que les contributions qu'en tant que responsable de l'information au sein du Fonds de pension des Nations Unies, nous avons pu recueillir, ce qui fait partie de notre mission et de notre mandat au sein de l'IGF. Pour vous présenter le travail et la signification du travail de la coalition dynamique sur les technologies émergentes, eh bien, il s'agit de reconnaître que lorsque nous travaillons sur les technologies émergentes, nous travaillons aussi sur des normes émergentes. Et nous tentons de nous aligner avec les principes, les valeurs, la mission des Nations unies dans son ensemble, ainsi que les valeurs de l'initiative telles que l'IGF, le pacte international sur le numérique, ainsi que la coopération des Nations unies sur les systèmes innovants. Et nous voulons nous assurer que les technologies émergentes, les technologies innovantes soient utilisées de manière responsable. Voilà notre objectif au sein de la coalition dynamique pour soutenir, coordonner, documenter des exemples tangibles, concrets, sur la manière dont les technologies sont utilisées et comment déterminer si cela a été fait de manière éthique et responsable. Merci Dino, c'était un premier commentaire très intéressant. Je me tourne à présent vers Sourabi, qui est représentante de la coalition dynamique sur le journalisme. Et je suis certaine que vous n'écrivez pas uniquement en tant que journaliste, mais que vous venez aussi d'un contexte qui va nous permettre de mieux comprendre votre travail dans la coalition dynamique. Oui, je suis ravie d'être parmi vous. Merci, Jutta. Je m'appelle Sourabi, je travaille dans une organisation de développement des médias aux Pays-Bas, R&W, et je travaille sur la durabilité du journalisme et des informations. Nous avons un groupe qui est constitué d'organisations de la société civile et des médias et nous sommes tous très préoccupés par les retombées de la technologie en ce qui concerne le paysage médiatique, que ce soit au niveau national, régional ou international, mais aussi de l'impact de la technologie et de l'intelligence artificielle sur la liberté d'expression
sur la censure, sur la mésinformation et la désinformation, ainsi que sur les politiques et les cadres réglementaires sur la position des médias à l'international. Nous produisons des rapports, nous tentons de regrouper des preuves sur la base de données à partir du travail des membres qui font partie de cette coalition dynamique, et nous tentons de voir comment ces réglementations ont des effets sur le travail des journalistes, mais aussi des organisations médiatiques de manière un petit peu plus large. Vous avez ici une copie de notre dernière publication qui s'est penchée sur l'intelligence artificielle et les publications médiatiques, surtout les médias publiés et indépendants, en se concentrant sur différentes facettes sur lesquelles je reviendrai pendant la discussion, mais surtout en tentant de comprendre comment l'intelligence artificielle forme la trajectoire de la pérennisation des médias, surtout pour les médias indépendants, pour les journalistes indépendants dans les salles de rédaction, et quel est le rôle que joue l'intelligence artificielle sur l'infrastructure, les politiques et de manière beaucoup plus large. Comment est-ce que nous pouvons parvenir à construire des infrastructures et des politiques plus larges pour une participation équitable de différentes parties prenantes, les journalistes, les médias, les organisations de la société civile, les organisations de technologie, les militants, mais aussi les gouvernements. Nous mettons l'accent sur la composante de l'implication des différentes parties prenantes et l'esprit dans lequel les journalistes peuvent intervenir. Et nous voulons inclure différentes parties prenantes, non seulement dans le processus de la manière dont les réglementations sont proposées, mais aussi dans leurs résultats. Et nous rentrerons dans ces détails tout à l'heure au cours de la discussion. Merci, Sorabi. Je vais poursuivre immédiatement avec notre prochain intervenant, Rajendra Gupta, qui est très expérimenté sur l'économie numérique dans le cadre du travail de la coalition dynamique, mais son travail va bien plus loin, étant donné que vous travaillez aussi avec Health Parliament, qui est un think tank, et je pense que vous pouvez aussi recouper ce que vous avez à nous dire avec ce que disait Sorabi un petit peu plus tard en ce qui concerne l'aspect plus déontologique des technologies émergentes. Merci beaucoup, Yota, et merci aussi à tous ceux qui ont organisé, Marcus, Céline et d'autres. Je voulais absolument les mentionner pour leur travail. J'ai commencé à travailler déjà il y a très longtemps. Nous travaillons avec une technologie qui a une vingtaine d'années, et pour ceux qui travaillent dans la coalition dynamique sur l'économie numérique, nous voulons traiter des problèmes fonciers qui sont concernés. Nous avons encore aujourd'hui 2,6 milliards de personnes qui n'ont pas d'accès à Internet, alors que nous vivons dans une ère numérique. Ça, c'est la première chose. Il faut qu'on se penche sur l'alphabétisation numérique, parce que s'ils sont exclus du processus, du fait de cette fracture, nous perdons, ils perdent. Donc nous perdons un tiers de l'humanité. Et en intégrant ces 2,6 milliards de personnes, nous pourrions croître de manière exponentielle. Et c'est ce que je disais déjà à l'ITF à Berlin, et à l'IGF, pardon, il y a des années. Si nous voulons démocratiser les choses, il faut que nous ayons des petites entreprises qui arrivent à se structurer, et nous faisons un travail absolument formidable au sein de la coalition dynamique. Nous avons aussi un rapport que vous pouvez consulter, qui va être disponible et que vous pourrez télécharger. Et pour ce qui est de l'éthique, effectivement, il est très important de tenir compte de ce que fait aujourd'hui l'intelligence artificielle. Alors, il y a
certains écueils, naturellement, au niveau de cette technologie, mais il y a aussi beaucoup de gains en efficacité que nous pouvons gagner du fait de cet outil. Nous avons déjà une fracture numérique, elle existe déjà. Et je pense que pour l'intelligence artificielle aussi, il faut tenter d'éviter cette fracture sur l'intelligence artificielle, parce qu'elle peut être dangereuse aujourd'hui, mais aussi pour la suite. Merci. Rajendra, le titre du document est Internet est un système d'égalisation Internet mondial, global, et je m'adresse maintenant à notre intervenant suivant, Thorsten Krause. Merci beaucoup. Oui, pour éviter cette fracture et pour faire en sorte que tout le monde puisse participer de manière équitable, je crois qu'il est essentiel que nous discutions aussi des droits des enfants et que nous fassions une évaluation de l'impact sur leurs droits lors du recours à l'Internet. Les enfants en général, commencent très rapidement à utiliser Internet, mais Internet n'a pas été développé pour les enfants. Ils profitent d'occasions, d'opportunités, de jeux, d'applis qui sont ouvertes en ligne, de certains services qui leur sont disponibles, et ils le font de manière ludique, avec beaucoup de plaisir, et n'ont pas forcément le même parti pris ou ne prennent pas les précautions qu'on le souhaiterait. En général, ils utilisent Internet pour l'aspect social de leur vie, pour l'éducation, le divertissement, et cela les met dans des situations à risque. Et lorsqu'on sait qu'un internaute sur 3 est un mineur, c'est quelque chose d'absolument crucial. Quand on parle d'enfants, on parle de mineurs, c'est-à-dire des jeunes en dessous de 18 ans. Et la solution n'est pas d'exclure ces internautes d'une utilisation d'Internet, mais de faire d'eux des personnes qui disposent d'un accès complet, et c'est pourquoi en 2021, le Comité des Nations Unies sur les droits des enfants a publié le commentaire général numéro 25 sur les droits des enfants dans l'environnement numérique pour définir la protection et la participation ainsi que les dispositions relatives à cela sur Internet. Et lorsqu'Internet a été créé, ce n'étaient pas les enfants qui étaient considérés comme étant des utilisateurs finaux, mais aujourd'hui, il est absolument nécessaire de tenir compte de leur présence dans le métaverse, dans les technologies émergentes, et de voir que une participation équitable de tous les enfants sans aucune discrimination, tout en tenant compte du bien-être des enfants, doit être prise en compte. Et une telle évaluation peut être un outil très intéressant pour analyser comment peut se définir cette participation. Merci beaucoup, Thorsten. Je crois que c'était la parfaite transition pour présenter Janice Richardson. Nous sommes collègues depuis une vingtaine d'années aussi. Nous avons fait partie de la même coalition dynamique sur la sécurité en ligne des enfants vous pouvez vous exprimer. Vous travaillez maintenant sur la sécurité et les normes de sécurité sur Internet. Donc, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui faisons-nous référence à l'ISC3, c'est-à-dire la sécurité et la sûreté sur Internet? Parce que ces normes sont au cœur de la sécurité et d'une navigation en toute sécurité.
Nous sommes un petit peu différents du reste des coalitions dynamiques, étant donné que nous avons plusieurs groupes de travail. En général, nous en avons 8 qui travaillent en parallèle pour que nous puissions analyser différents aspects. Par exemple, le calcul quantum, l'Internet des choses. Et c'est-à-dire que nous avons ces différents groupes de travail qui peuvent échanger des idées, qui peuvent aussi travailler main dans la main, discuter, parce que lorsqu'on parle d'Internet, c'est que nous travaillons tous de manière cloisonnée. Nous avons des personnes qui travaillent sur la cybersécurité, d'autres qui travaillent sur d'autres thèmes. Et par exemple, lorsque vous faites de la cybersécurité, vous ne parlez pas forcément aux parents. Le gouvernement n'est pas forcément à l'écoute des voix des utilisateurs. Donc dans le groupe de travail auquel je me consacre, nous tentons de travailler sur l'éducation, les compétences. Nous avons mené des études et nous nous sommes rendus compte qu'il y a des énormes lacunes entre ce qui est attendu de l'industrie et de ce qui est enseigné à l'université. Beaucoup de lacunes, disais-je, et la solution serait de travailler en plus étroite collaboration, par le biais d'une plateforme peut-être, pour pouvoir partager des connaissances. Et c'est pourquoi c'est un grand plaisir que nous soyons tous ici aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que cela se produit pour la première fois dans cette enceinte. Merci beaucoup, Janice. Et je m'adresse maintenant à notre coalition la plus jeune, avec Amrit Kumar qui est avec nous en ligne. On vous voit en ligne, Amrit. Vous avez la parole. Merci. Merci à tous les collègues qui ont rendu cette séance possible, les personnes en ligne, ceux sur place. Et dans un premier temps, j'aimerais revenir sur le travail de notre coalition dynamique. Je travaille sur les droits numériques des adolescents et je travaille principalement avec des adolescents. Et les adolescents ne sont pas des utilisateurs passifs. Nous sommes très engagés sur différents réseaux sociaux, avec différentes communautés, et nous aidons aussi à définir les plateformes en tant que créateurs, de parties prenantes. Mais il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent dans la manière dont nous travaillons. Et c'est pourquoi nous avons besoin aussi de votre aide. Lorsqu'on parle de l'innovation dans les différentes technologies, il est important de comprendre qui sont ceux qui permettent de définir ces technologies, de voir quels sont les éléments qui excluent aussi certains participants du fait de l'âge ou d'autres composantes, et de les évoquer bien clairement. Merci, merci, Amrit. Et cela m'incite à lancer une conversation entre Rajendra et Amrit, étant donné que nous avons déjà évoqué la question de ces préoccupations qu'on a lorsque justement on a l'impression de ne pas avoir tous les outils. Pour ceux qui connaissent l'expression en anglais, on parle du FOMO, le Fear of Missing Out, donc cette peur de manquer peut-être une information ou de ne pas avoir accès à tout. Oui, alors c'est quelque chose qui est absolument intéressant de voir que chez les adolescents, souvent, on évoque cette peur ou cette préoccupation qu'ont les adolescents à ne pas avoir accès directement à toutes les technologies. Mais aujourd'hui, ces technologies n'ont pas le niveau de maturité nécessaire. Et c'est pourquoi nous avons besoin de réglementation, et je crois que il ne faut pas avoir peur d'être quelqu'un qui a peur de passer à côté de quelque chose, parce que je peux vous assurer que peu importe ce que vous faites aujourd'hui,
Et d'ici 1 an, vous aurez la possibilité de faire la même chose que nous. Et le niveau de maturité augmente très rapidement et même si cela peut paraître inhabituel, on peut aussi imaginer avoir des robots par le biais de l'intelligence artificielle et ils répondront à des questions comme le ferait un être humain. Donc c'est vraiment essentiel de bien comprendre la technologie parce que nous vivons dans un monde numérique aujourd'hui et la coalition dynamique sur l'économie numérique est vraiment fermement convaincue qu'Internet doit être là pour tous et pour la subsistance de tous. Amrit, est-ce que vous voulez intervenir? Oui, pour répondre, je crois qu'il est nécessaire de comprendre que les adolescents jouent un rôle essentiel dans l'utilisation de toutes ces technologies. Donc, les technologies émergentes, c'est l'innovation, le métaverse, l'intelligence artificielle. Mais avant de parler de l'avenir de ces technologies, il est essentiel de comprendre qui les façonne et qui est exclu de ces technologies. Et encore une fois, les adolescents jouent un rôle essentiel dans la manière dont se façonnent ces technologies. Et comme l'un des panélistes l'a dit, Thorsten, les adolescents ont déjà une place sur ces espaces en ligne et un accès à ces discours. Mais du fait des barrières liées à l'âge, il est parfois très difficile d'avoir accès aussi à certains espaces de gouvernance. Et par conséquent, nous ne pouvons pas participer à l'aspect gouvernance de l'Internet. Et ça, c'est l'un des défis auxquels nous sommes confrontés. Et je crois qu'il faut le signaler. Merci beaucoup, Amrit. Je vais passer la parole à Dino parce que lorsqu'Amrit a mentionné l'exclusion systématique, qui fait aussi référence à la fracture liée au métaverse, est-ce que vous pensez qu'il y a une deuxième fracture qui est en train de se produire en ce qui concerne les technologies numériques? Absolument. Et je crois qu'on peut utiliser deux exemples. La coalition dynamique sur les technologies émergentes essaye d'identifier ces instances et de les documenter et de documenter les solutions qui ont été appliquées. En tant que représentant du Fonds de pension des Nations Unies au sein de la coalition dynamique, nous avons un exemple concret. En 2021, le Fonds de pension a mis en place un système d'identification avec une preuve de vie, c'est-à-dire en utilisant des systèmes de blockchain, d'intelligence artificielle, de reconnaissance faciale pour reconnaître plus de 70 000 personnes dans 92 pays et pour confirmer qu'ils sont dans 182 pays et pour confirmer qu'ils sont encore en vie et qu'ils sont en mesure de recevoir un paiement. Lorsque nous avons lancé ce système, nous avons utilisé une application et très rapidement, nous nous sommes rendus compte que bien que dans certains cas et dans certaines parties du monde, il y a des utilisateurs qui ne disposent pas d'un smartphone ou d'un outil numérique, ils ne sont pas en mesure de l'utiliser de manière concrète ou n'utilisent leur smartphone juste pour passer des coups de fil et qu'ils ne peuvent pas avoir accès à des données. Donc ça, c'est un exemple très concret de fracture numérique que nous n'avions pas identifié au préalable. Et c'est pourquoi il a fallu que nous réfléchissions et que nous sortions des sentiers battus. Et nous avons travaillé avec une autre entité des Nations Unies au sein du Centre des technologies informatiques pour pouvoir installer un mode kiosque de cette application, c'est-à-dire équiper des bureaux
des Nations Unies dans les pays en question, dans les régions en question, pour que les utilisateurs aient la possibilité de surmonter ces limites et ces contraintes. Et pour ceux qui ne puissent pas qui ne puissent pas utiliser l'application, puissent aller sur place où ils pouvaient justement démontrer qu'ils étaient toujours des récipiendaires de cette aide. Nous avons aussi une organisation canadienne basée à Vancouver qui a commencé à faire l'expérience de solutions pour l'utilisation des technologies dans les populations autochtones au Canada. Et beaucoup d'entre eux n'avaient pas accès aux services de santé publique. Par le biais de ce nouvel système, ils ont utilisé un système de recensement de recensement à distance pour pouvoir fournir des soins à ces populations-là. Donc, il y a des cas où nous sommes encore en phase d'expérimentation sur la fracture numérique, mais il y a des solutions qui se présentent à nous aujourd'hui. Et en ce qui concerne les solutions que vous avez décrites ici, c'est des solutions très créatives. Mais pensez-vous qu'elles vont continuer à rentrer dans les normes qui sont requises par la coalition dynamique sur la sécurité et les normes? Oui, tout d'abord, il faut comprendre quelles sont ces normes et pourquoi elles sont aussi importantes. Parce qu'elles sont censées assurer un système qui nous permette de continuer d'innover, mais suffisamment bien connu pour ne pas seulement être utilisé par les personnes qui développent la technologie, mais aussi tout un chacun. Vous avez évoqué les droits des enfants tout à l'heure. Parfois, je vais dans des écoles et je demande, est-ce que vous pouvez nommer 5 droits humains? Et très rarement, vous trouvez des personnes qui peuvent vous donner 5 droits humains. Et je crois que c'est la même chose. Les normes sont importantes, les droits sont importants. Mais qu'est-ce qu'on en fait si les personnes ne les connaissent pas, ne les comprennent pas? Nous avons mené une étude il y a 3 ans. C'est l'étude que j'ai mentionnée tout à l'heure et qui nous a permis de tirer des résultats très intéressants. Dans l'industrie de la cybersécurité et l'industrie technique, le problème, c'est que les jeunes diplômés ne comprennent pas l'architecture Internet, l'architecture du cloud. Nous sommes devenus des utilisateurs superficiels de ces technologies et nous ne comprenons pas sur quoi elles reposent. Par conséquent, je crois que la fracture qui se crée actuellement est un petit peu différente de celle que nous connaissions par le passé, parce que la plupart d'entre nous savent ce qu'est Internet, savent sur quoi l'Internet se base, mais ceux qui ne le savent pas, ceux qui ne comprennent pas les retombées d'Internet, des technologies sur leur vie, c'est eux qui se retrouvent à la traîne lorsqu'on parle justement de cette fracture numérique. Et ces normes sont essentielles, je le répète, mais elles doivent être bien connues, sinon elles deviennent inutiles. Merci, nous allons en revenir aux normes. Je vais me tourner vers Thorsten tout à l'heure, mais tout d'abord Rajendra. Il y a quand même un aspect économique à cette fracture numérique ou du métaverse. Oui, en effet. J'aperçois un défi, c'est la lutte technologique entre deux problèmes, gens ou bénéfices. Mais il faut aussi penser aux personnes. Il y a les biens numériques publics ainsi que les infrastructures numériques publiques. Voilà, les Nations Unies utilisent les chaînes de blocs comme bien commun. Mais voilà, les profits resteront des profits. Mais il ne faut pas oublier donc que ce sont les personnes qui sont au milieu et il n'y a pas que les profits. La fracture numérique sera aggravée. Donc comment
préparer les enfants et les adolescents et que l'on prévoit ceci dans l'algorithme? Est-ce que ce sera influencé par une fracture et que pas tous les enfants n'auront accès aux mêmes opportunités? Écoutez, si possible, je souhaiterais quand même revenir sur ce que vous avez dit. Je suis d'accord. Les enfants et les adultes, trop souvent, ne savent pas ce que sont leurs droits et auxquels droits ils ont accès. Mais bon, les enfants ne savent pas que c'est un droit, mais quand ils expriment leurs sentiments, leurs intérêts, ils comprennent que c'est un droit, même s'ils ne le savent pas. J'espère m'être bien exprimée. Alors, comment préparer les enfants? Eh bien, éduquer un enfant dans une époque numérique, il faut bien sûr qu'il soit éduqué au numérique et aux médias. Il faut les préparer à travailler, à utiliser et mettre en œuvre ces outils et que voilà, ça c'est un devoir partagé entre les parents des enfants, mais pas que les parents tout seuls, c'est aussi le devoir des adultes qui les entourent, bien sûr les enseignants, autres adultes responsables et les services, les prestataires de ces services qui proposent les applications ludiques ou autres sur Internet. Il y a, je pense, un besoin de panacher les mesures pour prévenir et je pense que certainement il faut que l'éducation aux médias fasse partie dès la halte garderie d'ailleurs, avant le primaire. Commencer donc à les préparer. On n'apprend pas une fois, une bonne fois pour toutes, non. C'est quelque chose qui doit se faire tout au long de la vie. Donc, par exemple, un média accompagné avec les enfants, ben, quand on utilise une application pour la première fois ou un jeu, pour faire ça ensemble, voir ce qui se passe, comment on peut profiter et être heureux de jouer. En termes plus simples, je dirais que des enfants robustes naissent en fait de relations robustes et fortes. Il faut qu'ils soient ouverts à faire de nouvelles expériences, tout en maintenant une relation de confiance. Bon, maintenant, on est confronté à des services qui ne sont pas nécessairement créés avec cet objectif. Et donc, il faut bien sûr que la responsabilité soit rappelée au bon souvenir du prestataire des services, notamment les concepts de sécurité par conception, safety by design, euh, ou le principe de précaution, de faire des évaluations d'impact sur les droits des enfants ou des mesures de vérification de l'âge. Ce n'est que pour citer quelques exemples de comment s'y prendre. Merci Thorsten, nous y reviendrons un peu plus tard. Écoutez, si vous avez des questions à poser, bien sûr, aux panélistes ou à d'autres collègues qui sont dans la salle, nous sommes à votre service. Je vais d'abord donner la parole à Sorabi. Thorsten a parlé des droits des enfants à l'instant, leur droit à la liberté d'expression et accéder à l'information. Articles 13 et 14 de la Convention des droits des enfants, mais c'est un droit de l'homme général. Donc, et la
coalition dynamique pour le journalisme a vraiment insisté là-dessus. Donc, liberté d'expression et accès à l'information, est-ce que ça s'est mis à mal par les nouvelles technologies? Écoutez, j'ai écouté avec grand intérêt les panélistes et je voudrais revenir sur certains éléments. Donc, pour vous dire ce que nous faisons à la coalition dynamique du journalisme. La liberté d'expression est certainement une norme journalistique tout à fait importante et qui vaut encore dans l'espace médiatique. L'accès à l'information a subi de grands chocs, d'abord à cause de la fracture numérique, mais aussi euh, qu'il y a de plus en plus de désinformation, de la propagande ainsi que du contenu généré par l'IA. Et que c'est très difficile de faire la part des choses, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux ou manipulé ou falsifié. Donc voilà, euh, c'est sûr qu'il y a des violations graves du droit à la liberté d'expression, mais voilà, maintenant, en plus, on est complètement enseveli sous les informations, et à tel point qu'on parle d'écosystèmes d'information pollués et qu'il faut recourir à l'intelligence artificielle pour essayer de développer des contre-mesures. Il y a eu un document qui a été publié par Jenna Fang qui parle donc accès aux informations et des nouvelles par Gen Z, donc la génération Z sur les réseaux sociaux. Et bon, ils ont peur de louper quelque chose, le fameux syndrome FOMO. Et il faut bien sûr aussi reconnaître qu'ils n'ont pas nécessairement accès aux meilleures sources d'informations possibles et qu'il y a un manque de nuances. Donc, il faut dire que les jeunes ont aussi besoin de faire partie de ce processus, qu'ils comprennent comment les écosystèmes sont régis, comment ils sont réglementés, comment est-ce que l'IA peut aider à évaluer les contenus et aussi résoudre ou aider à réglementer les espaces sur Internet. Et bien sûr, dans les salles de presse et les différents médias, on a commencé à utiliser l'IA. Pourquoi est-ce que les gens ont peur, l'angoisse de rater quelque chose? Bon, il faut quand même aussi réfléchir au recours à ces outils IA. Souvent, nous n'avons ni le temps, ni le la possibilité, vu qu'il faut travailler et écrire des articles rapidement, il n'y a pas nécessairement le temps de vérifier qui sont derrière ces outils IA. Or, il faut poser ces questions. Il ne s'agit pas de se lancer dans la controverse, mais de comprendre euh, comment est-ce que ces outils IA sont déployés avec les consommateurs, puisque ce sont en fait des faiseurs de médias globaux qui ont recours à cela. Et donc, il faut comprendre les retombées à long terme en matière de liberté d'expression et d'accès à l'information. Merci beaucoup, Sorouba. Donc, vous avez parlé de pression sur les journalistes. Et vous êtes aussi les gardiens au portail de l'information, on peut dire aussi. Mais je me tourne vers Amrit en ligne. Vous, en tant qu'ado et la coalition des ados, est-ce que vous êtes en mesure d'exercer votre droit à l'information, à l'accès à cette information, ou y a-t-il encore des obstacles, voire même une fracture? Je crois que on peut mettre la lunette des droits. On a des cadres, la Convention des Nations Unies sur le droit des enfants ou encore euh, euh, le commentaire numéro 25 des Nations Unies et qui confirme le droit des ados à
l'accès à l'information, la création d'informations. Ce sont donc des modèles de gouvernance numérique qui doivent tenir compte des intérêts des ados. Bon, mais quand même, force est de constater que les adolescents sont systématiquement exclus de ces approches qui prétendent être euh, pluriparties prenantes. Donc les jeunes, ça commence à 18, ça va jusqu'à 35 ans. Et voilà. Euh, donc, c'est pas simplement symbolique ce que je dis, c'est structurel. On le voit quand on fait des sondages nationaux ou régionaux, des programmes de mentorat n'acceptent en fait que des jeunes gens de plus de 18 ans. Et ça, c'est l'IGF 2025 dans son programme de mentorat. Et aussi les innovateurs ados. Pareil, il y a une barrière de l'âge qui s'impose. Et d'ailleurs, Monsieur le Dr Agendra et Janice en ont parlé. Donc la question de participer à tel ou tel programme ou initiative, c'est souvent au-dessus de 18 ans. Bon, il y a quand même ces obstacles extrêmement solides qui empêchent les jeunes à participer dans ces modèles de gouvernance numérique. Alors, il faut absolument veiller à ce que les ados participent dans ces espaces. Merci, Amrit. Donc, les coalitions dynamiques sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas d'âge limite pour rejoindre une telle coalition dynamique. C'est pour cela que nous avons cette coalition des ados ainsi que des jeunes pour la gouvernance Internet. On essaye d'être le plus inclusif possible, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des collègues qui souhaitent poser des questions dans la salle sur cette question et sur d'autres aspects qui ont été soulevés par la coalition dynamique. Je vois qu'il y a des bras levés. Il y a 2 micro-baladeurs à votre service. Manifestez-vous, levez la main et vous aurez un micro qui vous sera apporté. I'm turning to, wow, do you have any? Est-ce que vous êtes le modérateur en ligne? Pardonnez-moi, je braque les feux sur vous. Je retourne la question à tout le monde et après on se penchera et on regardera si en ligne quelqu'un voudrait nous poser une question. Souhaitez-vous la parole? Ah, pardon. Okay, then let's go. Bon, on va poursuivre alors. On va prendre les membres du panel sur les questions de l'inclusivité dans le travail de la coalition dynamique. Allez-y. Bon, je vais reprendre l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure. Le concept d'inclusivité est absolument essentiel. Et d'ailleurs, ça faisait partie de l'idée de départ. On en parle quand on parle d'application numérique, c'est l'aspect privé des données dès la conception. Et c'est pareil pour l'inclusivité. Parce qu'il y a des groupes désavantagés pour des raisons démographiques. Notre fonds de pension des Nations Unies, l'inclusivité s'appliquait qu'à certains niveaux. Ce n'était pas seulement une question d'âge ou de géographie, mais du niveau potentiel euh, de faciliter à travailler en ligne. Donc nous avons voulu, dans les phases d'essai, être sûrs que les interfaces utilisateurs, l'expérience des clients avec cette application était telle que n'importe qui pouvait comprendre ce qu'on attendait d'eux en utilisant l'application. Mais au-delà de tout cela, on a compris
qu'il ne s'agissait pas uniquement d'utiliser l'application, mais essayer d'empêcher certaines questions fondamentales. Par exemple, les données biométriques de l'utilisateur. Par exemple, où se trouve mon profil biométrique? Est-ce qu'il est protégé? Est-ce qu'il est transmis dans l'utilisation de l'application à d'autres entités? Donc ce concept, c'est pas seulement de veiller à ce que tout le monde puisse l'utiliser, oui, mais l'utiliser correctement et comprendre aussi quand on utilise quels sont les atouts et les inconvénients d'utiliser une telle application. Alors, les données biométriques d'enfants, est-ce que vous considérez que c'est une question qui vous intéresse en tant que groupe vulnérable? Et aussi l'effet économique. Là, je renverrai la balle dans le camp de Rajendra. Merci, Yuta. Les données des enfants sont protégées par la Convention internationale sur le droit des enfants. Évidemment, il y a différents régimes juridiques et structures en place pour protéger les données de tout le monde. Mais lorsqu'il s'agit des données d'enfants, là, la barre est relevée, le niveau de protection est relevé, y compris pour les données biométriques. Il nous faut toujours le savoir. Et quand on élabore des dispositifs qui il faut donc qu'on ne se fonde pas uniquement sur ces données pour que les enfants puissent décider eux-mêmes de fournir les données et ne pas être exclus de l'offre s'ils décident de ne pas partager les données biométriques. Voilà. C'est pour cela qu'il faut introduire ceci dans une norme, si ce n'est pas encore fait. Il ne faut pas que ce soit obligatoire de fournir ces données biométriques. De votre réponse, je retiens que oui, on aura toujours une situation où il faudra décider de céder ces informations biométriques plus que nécessaire. Autrement, on sera exclu de l'utilisation d'un service donné. Mais c'est une question éminemment économique, n'est-ce pas, Dr Rajendra? En effet. Je voudrais apporter une dimension historique. Moi, je suis aussi quelqu'un qui étudie la politique des droits de l'homme. Il faut comprendre les antécédents. Prenez les 2 derniers millénaires, les premiers siècles. N'importe quelle économie forte en agriculture était une bonne économie, bien forte. On avait quand même un quart de l'économie indienne qui était après une économie forte en armes militaires ou en puissance militaire. Eh bien, maintenant, c'est le commerce. On voit la Chine comme étant une puissance mondiale. Mais à l'avenir, ce sera la technologie. N'importe qui sera fort en technologie contrôlera le monde. Donc, il faut comprendre que voilà, il ne s'agit pas de changement technologique, mais un changement de civilisation. Donc, il faut que tout le monde change et utilise ces technologies. Donc, bien sûr qu'il y a un impératif économique, mais c'est aussi un changement sociétal et tout le monde doit utiliser Internet et utiliser les technologies. Un tiers de la population n'ont toujours pas accès à Internet. Donc voilà, ils passent à côté d'une énorme opportunité économique. Merci, Dr Rajendra. Sourabi, je sais que vous devez nous quitter un peu plus tôt, donc profitez-en pour faire part de vos dernières réflexions. Oui, je voudrais dire une chose sur l'aspect financier de l'impact de l'IA dans les technologies numériques, dans le journalisme, les plus petites entreprises médiatiques, donc dans les pays du Sud global
ou encore Amir Milosevic a publié un papier dans notre rapport. Et on a compris que l'accès à ces outils IA sont prohibitifs pour une petite entreprise de médias. Et voilà, bien sûr qu'il y a aussi, en raison du syndrome de l'angoisse de rater, on se sent obligé d'utiliser certains outils. Et donc, on s'abonne. Euh, euh, et que si on veut faire du journalisme d'investigation, on doit aussi utiliser des applicatifs d'analyse de données pour vérifier la fiabilité des informations, etc. Et voilà, ça ajoute quand même un poids économique pour les petits médias, pas nécessairement bien dotés financièrement. Il faut comprendre aussi qu'il y a une dimension financière que font ces technologies. Ils leur alourdissent la charge financière parce qu'on se sent obligé donc d'acquérir les tout nouveaux outils. Un dernier mot sur la responsabilité des plateformes. Il faut aller au-delà de juste s'intéresser donc à la question des lacunes en matière de modération des contenus ou encore censure en ligne. Il faut aussi vraiment faire un plaidoyer contre la concentration de la puissance. Euh, euh, Par exemple, les monopoles, etc. Il y a aussi Karen Howe et on parle de polygarchie. Donc, parmi les grandes boîtes tech, la broligarchie, ça s'appelle, donc, avec cet empire de l'IA, on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont autant de pouvoir. Ils influencent notre vie et pas seulement ça, euh, la destination de civilisations entières. Donc vraiment, c'est certainement quelque chose qu'en tant que journaliste et participants aux médias, nous avons besoin d'étudier de beaucoup plus près quand on traite de gouvernance IA. Vous pourrez certainement retrouver Surabhi Srivastava dans le hall où il y a les expositions. Est-ce que vous avez des questions? Oui, aussi, si vous êtes réveillé, vous pouvez poser la question. Timothée Holborn. Oui, est-ce que vous pourriez donner la parole à Timothée Holborn, s'il vous plaît? Oui, Timothée Holborn est en ligne et il voudrait prendre la... Est-ce que vous pourriez ouvrir, allumer le micro pour laisser parler le participant sur Zoom, s'il vous plaît? Though the technicians are working on it. On y travaille. Voilà, Timothée Holborn. Okay, we have him. Hello, can you hear me? Can you introduce yourself, please? And Veuillez vous présenter et ensuite poser votre question, s'il vous plaît. Timothy Holborn, je suis australien et je travaille donc pour les normes W3C et aussi les technologies sans royalties. Donc, il faut bien sûr pouvoir vérifier les pouvoirs des personnes et dans le domaine également de l'identité numérique. Alors pour les enfants, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question des enfants et je suis désolée de devoir dire que depuis 15 ans de travail, ces objectifs me paraissent encore extrêmement élusifs. Et
Il y a un aspect fondamental quand on parle du recours aux technologies, surtout l'intelligence artificielle. On est en train quand même de collecter énormément de connaissances euh, qui en fait révèlent beaucoup de choses par rapport à nos relations, à notre empreinte, notre façon de voir et de faire. Mais il y a aussi une friction, donc des gens qui veulent défendre leur propriété intellectuelle ou commerciale. Euh, donc il y a les droits moraux et peut-être qu'il y a des considérations différentes qu'on devrait appliquer. Donc quelle est la meilleure des juridictions pour faire ce travail? Si je faisais plus, eh bien, je vais me retrouver dans un bunker euh, ou encore sur Facebook. Et évidemment, il faut que les adultes puissent être parents et protègent les parents. Donc, quelle est la juridiction dans le monde leader pour protéger les droits naturels des personnes, le droit d'être une personne, le droit à décider soi-même et qu'on puisse préserver dans cette phase de transformation numérique absolument effarante. Merci pour cette déclaration et aussi la question. Il me semble, ceci nous amène directement au modèle pluri-acteur de gouvernance Internet. Et je ne pense pas qu'il existe une seule juridiction parfaite pour faire tout ça et réglementer. Donc une communauté pluri-acteurs comme nous peut cependant répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement, c'est très intéressant. On passe de jeunes vers les enfants et nous avons aussi ce que nous appelons la génération bêta, c'est-à-dire ceux qui sont nés à partir du 1er janvier 2025. Et c'est-à-dire qu'il faut que nous fassions très attention à tous les aspects relatifs à la déontologie. D'abord, comprendre ce que ça veut dire l'éthique et ensuite de mettre des réglementations en place. Sans l'aspect éthique, nous ne pourrons pas mettre quelque chose de probant en place. Dino? Oui, c'est une observation très intéressante et je peux répondre en vous disant que parfois il est plus intéressant de se conformer à une norme plutôt d'être en conformité avec une réglementation ou qu'une juridiction. Nous n'avons pas de juridiction tout particulière en tant que Fonds de pension des Nations Unies, mais nous voulons quand même pratiquer ce que nous prêchons, c'est-à-dire les valeurs, les principes des Nations Unies. Ma collègue Janice tout à l'heure a insisté sur le besoin de normes, mais d'autant plus sur ces normes qui soient bien comprises de tous. Et dans notre cas, nous avons décortiqué les choses. Nous n'avons pas seulement adopté des technologies émergentes, mais nous nous sommes assurés que l'utilisation de ces technologies était réalisée de manière responsable, conformément aux normes. Et donc, lorsqu'on parle du niveau de juridiction, du niveau de normes techniques, nous sommes en conformité avec ISO et avec la norme sur l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle qui correspond à ISO 42001. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette réglementation sur l'utilisation raisonnable de l'intelligence artificielle chez les enfants et les adolescents, mais les points principaux, c'est expliquer et être transparent. Et les meilleures pratiques, pour revenir à ce que disait Janice tout à l'heure, c'est comment est-ce que nous pouvons rester en conformité avec les normes et être bien compréhensible. Parce que
Si nous avons des normes qui ne sont pas basées sur une technologie spécifique, sur un grand modèle de langage spécifique, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est pourquoi nous devons expliquer avant tout comment fonctionne cette technologie, encore une fois de manière transparente et en démontrant comment l'utilisation de cette technologie est faite de manière adéquate, éthique, conformément aux valeurs des Nations Unies. Oui, je me retourne vers Janice. Nous parlons de plusieurs parties prenantes, mais et je viens d'un contexte pédagogique. Ce qui est important, c'est lorsqu'on parle de technologie, qu'est-ce que c'est l'éducation? L'éducation est consommatrice. Nous le savons aujourd'hui, l'éducation n'est rien de plus qu'un consommateur de cette technologie. Et j'attends le jour où on aura un véritable partenariat. Qui dans cette salle travaille dans l'éducation? Veuillez lever la main. Qui est dans l'éducation? Et vous comprenez très certainement mon propos. On est peut-être 3, 4, 5 ici, mais le jour où l'éducation et l'industrie technologique deviendront de véritables partenaires et pas seulement des parties prenantes qui travaillent en parallèle, c'est-à-dire deux entités qui évoluent en parallèle, à ce moment-là, on verra une différence. On a déjà parlé de changement au niveau de la société et il y a un grand changement en cours. Et nous ne le prenons pas en ligne de compte. À l'heure actuelle, on revient constamment sur la question de l'éducation. Nous devons nous occuper chacun de la cybersécurité en ligne. Mais qui assure l'enseignement? Qui sont les éducateurs? Est-ce qu'on est vraiment au fait des dernières technologies? Donc encore une fois, ce terme de multi-parties prenantes est intéressant lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle. L'UNESCO a développé, je ne sais plus ce que c'est, si c'est un commentaire, un chapitre ou quoi qu'il arrive. L'Union européenne a une législation sur l'intelligence artificielle. Le Conseil de l'Europe tente de développer un règlement à ce niveau-là. Donc pourquoi est-ce que nous n'allions pas nos forces entre institutions qui travaillent dans ce sens-là pour que nous ayons une gamme et un jeu de normes qui soient suffisamment importants pour nous dans le secteur et que tout le monde comprenne bien pour qu'ensuite on puisse avoir des revendications, qu'on puisse se plaindre si ces règles-là ne soient pas respectées, mais qui restent suffisamment flexibles pour qu'on puisse les élargir ou les adapter à cette technologie qui est émergente et en constante mutation pour tout un chacun qui aura accès à cette technologie qui est gratuite, rappelons-le. Merci Janice. Thorsten? Alors, il y a beaucoup de choses qui me viennent et je vais tenter de structurer mon propos. Encore une fois, j'aimerais insister sur le droit de la participation des enfants. Ils doivent avoir voix au chapitre, ils doivent être pris en ligne de compte, et ce de manière sérieuse. Et lorsqu'on revient à l'environnement numérique, les Nations Unies disent que tous les enfants doivent pouvoir être impliqués, donner leur opinion lors du développement de législation, de politique, de programmes et de services. Et cela à différents niveaux. Lorsqu'on parle de législation, vous l'avez mentionné, et bien sûr ici nous sommes au niveau des Nations Unies, mais j'aimerais que les enfants soient aussi impliqués, que leurs perspectives soient étayées, prises en compte, et que des nouveaux services ou des applications qui soient développées le soient en lien avec les enfants, en leur parlant, en leur demandant
comment pouvons-nous créer cette application pour vous, d'amener leur perspective dans ces processus de développement plutôt que de réagir une fois que l'application est déployée et que nous voyons qu'il y a des obstacles, qu'il y a des défis, des risques ou autres, et de devoir retravailler un concept. Pourquoi ne pas les impliquer plus tôt dans le processus? Et cela revient aussi à l'approche multi-parties prenantes dont nous parlons aujourd'hui. Ne vous me prenez pas sur mes propos. J'apprécie le travail qui est fait avec Amrit, avec la coalition des jeunes, etc. Je trouve que c'est formidable. Mais on exclut aussi par ce biais-là les jeunes de l'IGF. Donc on veut travailler de manière inclusive, mais d'un autre côté, ils travaillent dans leur propre écosystème. Donc je ne sais pas quelle est la dynamique totale de ces coalitions dynamiques. Est-ce que les enfants sont présents aussi dans ces coalitions dynamiques? Est-ce qu'ils peuvent faire entendre leurs perspectives? Ça, c'est une question de ma part. Je crois que ça, c'est aussi l'un des aspects qu'il faut prendre en ligne de compte. Et il est important que nous mettions en place un système qui soit inclusif, ouvert, mais en contrepartie, d'avoir aussi une situation où les jeunes, les enfants, soient invités à contribuer pour qu'on puisse les écouter. Et en ce sens, je pense qu'on peut améliorer la participation à ce type de modèle dans les années à venir. Je vais repasser la parole à Amrit pour qu'il ait la possibilité de réagir. Et je me tourne aussi à présent vers les différents panélistes pour qu'ils nous disent quels sont leurs mots de conclusion sur cette séance. Mais je vais enlever ma casquette d'animatrice et répondre aussi à la question qui est venue, que nous avons pu écouter. Ce que nous disait Janice tout à l'heure au niveau de l'éducation me semble tout à fait pertinent. Lorsque on revient à la législation sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne, qui pourrait devenir un cadre ou un modèle pour des réglementations un petit peu partout dans le monde, dans d'autres juridictions, ce qui n'est pas consigné dans cette législation, c'est des obligations pour les gouvernements en matière d'éducation à l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. C'est seulement les organisations, les entreprises qui déploient ces outils d'intelligence artificielle, mais pas d'obligation pour le grand public de disposer d'une obligation là-dessus. Donc, et aucune obligation non plus pour les gouvernements. Et les enfants ne sont pas mentionnés du tout dans cette législation non plus. Donc nous disposons de cet outil législatif au niveau européen, mais ce n'est pas une panacée. Il faut que nous arrivions à trouver dans un environnement multiparties prenantes une manière de trouver d'aller un petit peu plus loin dans la gouvernance Internet. Je vais inviter maintenant Amrit à prendre la parole pour ses remarques finales et ensuite je inviterai tout le panel à faire ses remarques de clôture. Merci Yuta. Je crois qu'on a quand même une conclusion. Un gouvernement ne peut réussir que s'il est bien représenté. Nous avons un écosystème multiparties prenantes et il doit inclure les participants dans l'espace numérique de tous les âges, de tous les secteurs, de toutes les expériences pour amener différentes perspectives. Ça, c'est absolument nécessaire pour trouver des bonnes solutions. Cela, c'est la gouvernance inclusive et cela est aussi la promesse de l'IGF. Et si les coalitions dynamiques sont représentatives, ce n'est pas toujours le cas dans
tous les secteurs qui font l'objet de travaux de l'IGF. Mais il est important que nous continuions à travailler sur les restrictions relatives à l'âge, les législations pour les 18 ans et plus, et ainsi que tous les thèmes qui nous concernent directement pour que notre coalition dynamique puisse continuer à réfléchir tout d'abord à différentes sous-catégories, par exemple sur ce qui se passe au niveau des droits des enfants, donc en ce qui concerne la sécurité, le soin et le soutien à l'expression, de groupes d'âge de 13 à 19 ans, c'est-à-dire les adolescents qui commencent à utiliser les outils numériques, et ensuite sur la base du commentaire général numéro 25. Et ensuite, pour les jeunes à partir de l'âge de 10 ans jusqu'à 18 ans, et ensuite des lignes directives avec un certain mentorat dans le cadre du respect de ces directives. L'objectif est de créer un système avec différentes parties prenantes qui puissent anticiper un parcours basé sur le droit à tous les moments de la vie. Et nous pensons que c'est vraiment la manière de procéder dans l'écosystème que nous connaissons actuellement et dans le cadre du travail que nous faisons au niveau de l'IGF. Merci. Il ne s'agit pas de technologie émergente, mais de technologie prometteuse. C'est-à-dire qu'il faut faire la différenciation entre l'aspect émergent et prometteur. Et pour l'intelligence artificielle, c'est prometteur. Et je crois qu'il y a aussi des écueils en ce qui concerne la réglementation sur l'intelligence artificielle. On tente de réglementer quelque chose qu'on ne connaît pas suffisamment bien et cela risque de poser des problèmes. C'est pourquoi nous devons réagir de manière très ferme lorsqu'il s'agit de gérer les objectifs. Et ma conclusion serait plutôt de reconnaître qu'il y a cette technologie, qu'elle existe, qu'il faut la gérer, mais les questions sont simples, mais absolument essentiel d'en tenir compte et de voir comment nous arrivons à expliquer l'utilisation de ces technologies et comment on peut être transparent. Mais bien sûr, il est très difficile de comprendre comment fonctionne une application, par exemple, et comment ça demande des connaissances. Et je crois que sur la base de ce qui a été dit par les différents panélistes, nous pouvons continuer à travailler dans ce sens. Oui, il faut que nous continuions à parler de gouvernance efficace qui ne repose pas uniquement sur des réglementations, à mon sens. Je crois qu'elle se base surtout sur la prise de responsabilité de chacun des utilisateurs de cette technologie. Cela dépend de la confiance dans les utilisateurs. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il s'agit d'un cheminement tout au long de la vie. Il faut apprendre la dignité, il faut l'enseigner si on veut vraiment que cela soit appliqué dans les droits humains par la suite. Donc encore une fois, informer, mais informer réellement, éduquer, créer aussi cette possibilité de comprendre à chaque personne ce que signifie ce terme de prise de responsabilité. Et à ce moment-là, on aura un Internet complètement différent. Thorsten, vous avez le dernier mot? Merci. Alors, c'est peut-être pas le mot de la fin, étant donné que je vois qu'il y a encore une question. Nous faisons face à un nouveau défi avec le métaverse, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le web 4.0. Et ces défis sont considérables. C'est pourquoi il est nécessaire que nous trouvions des solutions. Et d'un autre côté, nous avons des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux. Et je suis intimement convaincue que nous pouvons trouver les réponses à ces défis dans la Charte des droits de l'homme. Et la technologie doit servir l'humain. Elle doit
doivent nous servir, mais doit aussi être respectueux de nos droits pour que nous puissions être tous gagnants de l'utilisation de ces technologies. Voilà, alors nous avons le mot de la fin qui nous vient du public. Merci beaucoup, Yuta. Il y a un commentaire qui a été rédigé en ligne de Stacy qui nous dit que les jeunes doivent aussi faire partie de la coalition dynamique de manière plus impliquée que c'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Et après vous avoir tous écoutés, je crois qu'il y a un message qui ressort, c'est-à-dire devenir plus intégré, plus conscient et sensibilisé à ce que font les uns les autres pour pouvoir ensuite parler d'une seule voix en tant que coalition dynamique à la fin de l'IGF. Donc quelles sont ces technologies, quelle est la promesse que nous pouvons attendre de ces technologies, étant donné que ces différents messages ont été transmis d'une voix relativement claire pendant ce panel. Merci et merci à Stacy qui participe en ligne pour son commentaire également. Merci à vous tous d'avoir participé à cette réunion. Si vous souhaitez disposer de plus d'informations sur le travail de la coalition dynamique, n'hésitez pas à venir nous voir à notre stand. Vous disposerez d'informations sur les 3 ateliers qui se tiendront aussi organisés par la coalition dynamique et à notre manifestation principale qui aura lieu mercredi matin à 9 h dans la salle de conférence. J'aimerais remercier tous les panélistes et toutes les personnes qui ont contribué à la préparation de cette séance. Je vous remercie pour votre attention.